La lutte contre la corruption redevient un sujet clé, un sujet majeur. Alors c'est un sujet qui a son importance depuis la fin des années 90 et de manière assez concomitante en fait avec la convention de l'OCDE. C'est aussi à ce moment-là, alors plutôt au début des années 90, qu'est créée l'ONG Transparency International qui est supposée travailler et lutter contre la corruption. Et en fait ce dont on s'aperçoit quelques 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est que la corruption est devenue un phénomène universel et la lutte contre la corruption est une revendication, elle aussi devenue universelle. On s'aperçoit que partout dans le monde, dès qu'il y a des manifestations, dès qu'il y a des mouvements sociaux, eh bien la question de la corruption est posée. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant parce que ça traduit véritablement une prise de conscience au niveau mondial de cette question de la corruption, des effets pervers de la corruption et une intensification de la lutte. Cette intensification de la lutte, en fait, elle s'est exprimée autour de plusieurs phénomènes. D'abord des poursuites qui ont été engagées par des entreprises, des condamnations qui ont été prononcées, et en particulier on se souvient de ces entreprises qui ont été condamnées à payer de lourdes amendes. Il y avait des entreprises comme Alstom et Siemens. Alors Alstom en 2014, Siemens un petit peu plus tôt en 2008 avait été condamné à payer des amendes de 800 millions. Petrobras, l'entreprise brésilienne, a été condamnée à 2018 à une amende de 1,7 milliard de dollars. Airbus, plus récemment, en 2020, une amende d'environ 2 milliards de dollars. Parallèlement, on a vu aussi des chefs d'État, des chefs de gouvernement condamnés pour des faits de corruption, voire être obligés de démissionner. Ça a été le cas au Brésil, ça a été le cas en Corée du Sud aussi, être obligés de démissionner parce que mis en cause dans des phénomènes de corruption. Au Brésil, c'était l'affaire autour de Petrobras. Donc on s'aperçoit qu'il y a véritablement cette prise de conscience et que cette prise de conscience est aussi suivie des faits. Il y a des poursuites et il y a des condamnations. Ça, c'est un phénomène qui, à l'aune des 20 dernières années, est assez nouveau et est très probablement durable et s'inscrit dans le temps. Malgré tout, malgré cette prise de conscience, eh bien, la lutte contre la corruption a encore de belles années devant elle parce que la corruption est loin d'avoir disparu partout dans le monde. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un phénomène assez répandu, assez classique et à la fois assez diffus. Il y a quel point commun, si ce n'est le terme de corruption pour les qualifier, entre un petit fonctionnaire dans un pays en développement qui ne touche pas son salaire tous les mois et qui demande un petit billet pour accélérer le traitement d'un dossier, et puis les grandes affaires de corruption où ce sont des centaines de millions de dollars, voire plus, qui sont en jeu pour l'obtention d'un contrat sur un marché donné. Donc c'est un phénomène diffus, un phénomène très difficile à contrer, bien évidemment, et puis c'est également un phénomène qui est transnational. Or, aujourd'hui, malgré les conventions, malgré les traités internationaux, eh bien la lutte s'organise véritablement au niveau national, par des lois nationales, ce qui complique la tâche lorsqu'il s'agit de phénomènes transnationaux. Il faut bien évidemment des coopérations entre les juridictions, des coopérations entre les États, et ça n'est pas toujours facile et ça prend des années et des années, et bien évidemment c'est une grande limite à la corruption. Une autre limite à la lutte contre la corruption, c'est que on ne s'est pas véritablement attaqué aujourd'hui à la corruption passive, on s'est essentiellement axé sur la corruption active. La corruption active, c'est la corruption qui concerne les acteurs qui proposent un pot de vin. Les entreprises, par exemple, dans le cas de l'obtention d'un contrat, elles sont, elles, poursuivies et elles doivent, elles, mettre en place des règles et un système qui permet d'efficacement lutter contre la corruption, mais on s'attaque assez peu à ceux qui acceptent ce pot de vin, qui sont souvent des États, des agents publics, et qui, au fond, sont assez peu inquiétés s'ils acceptent ces pots de vin. Or, quelque part, bien, lorsque vous vous retrouvez face à des agents publics qui exigent le versement d'un pot de vin pour vous octroyer un marché, vous n'avez
pas beaucoup d'alternatives, soit vous versez le pot de vin, soit vous renoncez au marché, tout en sachant que d'autres entreprises seront bien moins regardantes que d'autres. Et bien évidemment, ça ne permet pas de lutter, ça pénalise les entreprises les plus éthiques, les plus respectueuses de la réglementation, mais ça les pénalise alors même que la corruption n'est pas véritablement éradiquée, puisqu'il y a toujours des entreprises qui, elles, seront moins regardantes et pour le marché accepteront de verser ce pot de vin. Donc on est aujourd'hui confronté à cette grande difficulté. Et c'est vrai que on voit les choses progresser et très probablement, comme ça a souvent été le cas dans le cas de la lutte contre la corruption, on voit des nouveautés, de nouveaux éléments arriver du côté des États-Unis. Les États-Unis, en effet, ont toujours été extrêmement actifs et extrêmement en avance ou extrêmement pionniers dans la lutte contre la corruption. Ça a été les premiers à mettre en place en 1976 le FCPA, qui est la première loi américaine, enfin qui est la loi américaine de lutte contre la corruption. Ce sont eux également qui ont poussé, qui ont porté la convention de l'OCDE à la fin des années 90. Et enfin, ce sont eux également qui, après la crise de 2008, ont instrumentaliser l'extraterritorialité du FCPA et de la lutte contre la corruption pour poursuivre un certain nombre d'entreprises étrangères. Ce qu'on peut constater si on regarde les dates, et ce n'est absolument pas un hasard, c'est que toutes ces avancées se sont produites sous administration démocrate et que la lutte contre la corruption est véritablement un sujet qui est bien plus porté par les démocrates que par les républicains, sans parler de Donald Trump qui avait continué sans vraiment faire progresser la lutte. Donc on est véritablement dans une thématique portée par les démocrates et c'est particulièrement intéressant de regarder ce qu'est en train de faire Joe Biden en la matière. Joe Biden qui a déclaré au printemps dernier, donc quasiment à son arrivée au pouvoir, que la lutte contre la corruption devait devenir un sujet de sécurité nationale et que c'est bien la démocratie et les valeurs démocratiques qui sont concernées dans la lutte contre la corruption ou dans la corruption, que la corruption menace véritablement, directement la démocratie et les valeurs démocratiques. Le 6 décembre, Joe Biden et l'administration démocrate au pouvoir aux États-Unis ont publié la première stratégie américaine de lutte contre la corruption. Cette stratégie, elle s'appuie sur 5 piliers très complémentaires. Le premier pilier, c'est la réforme réglementaire, la réforme du FCPA, la loi de lutte contre la corruption, avec l'idée dans cette réforme d'amplifier les sanctions, donc d'accentuer la lutte contre la corruption, et surtout, quelques mots qui sont extrêmement importants, c'est de se donner les moyens de lutter, y compris avec des actions coercitives fortes et potentiellement violentes, qui sont indispensables à véritablement lutter efficacement contre la corruption. Donc on voit bien de quoi il s'agit, puisque c'est quelque chose qui a souvent été reproché aux États-Unis, et avec l'extraterritorialité du FCPA, on peut imaginer que les poursuites contre des entreprises soupçonnées ou convaincues de corruption vont s'intensifier, qu'elles soient américaines ou qu'elles ne le soient pas. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est la volonté de l'administration américaine, dans sa lutte contre la corruption, de réduire la finance illicite et de lutter contre les paradis fiscaux. C'est d'ailleurs une mesure qui a été directement reprise par Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, qui dès le lendemain de la publication de cette stratégie annonçait l'ouverture de consultations jusqu'au mois de février dans le cadre de la rédaction d'une nouvelle loi destinée à lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Donc on voit aussi, à travers cette réaction immédiate du Trésor américain, on voit que toute l'administration a d'ores et déjà été impliquée dans l'application de cette stratégie, dans la mise en œuvre de cette stratégie, et que ça va aller très certainement très loin, très vite, très fort dans la lutte contre la corruption. Le troisième pilier,
vise à s'attaquer à l'une des lacunes de la lutte contre la corruption aujourd'hui, c'est-à-dire la corruption passive, donc à poursuivre des acteurs qui seraient corrompus, et plus seulement les entreprises qui proposeraient des pots de vin, mais les acteurs également qui accepteraient ces pots de vin. Le pilier 4 se fixe pour objectif de renforcer la gouvernance internationale, donc on peut imaginer que la convention de l'OCDE est également concernée dans cet objectif. Et puis enfin, le dernier pilier estime qu'il est indispensable d'utiliser l'outil diplomatique, mais aussi les ressources de l'aide publique au développement distribuées par les États-Unis pour véritablement inciter les pays partenaires à lutter efficacement, et plus efficacement en tout cas, contre la corruption. Donc, on est véritablement dans un renforcement de la lutte. Joe Biden n'avait pas caché dès son arrivée au pouvoir qu'il voulait faire de la lutte contre la corruption l'un des instruments clés de sa politique étrangère. Donc voilà ce que sont les perspectives avec des années à venir et une année 2022 qui s'annonce une année clé pour la lutte contre la corruption.